Jean-Rémy, on se retrouve. Nous nous retrouvons, mais on a un peu changé de place. Un bon duo, Jean-Rémy, Alain. On a effectivement changé de place. Je vais partir donc sur la route. Heureusement. Heureusement, je pense. J'étais en confiance déjà. On va partir donc sur la route pour une petite quarantaine de minutes et puis je vais profiter. Donc justement, c'est le but aussi de vous parler d'un maximum de choses pour dire de tout, y compris de la télécommande, y compris à nouveau de la suspension et surtout de la partie régulateur, IC, etc. Donc on va découvrir tout cela au fur et à mesure de l'évolution sur le parcours, si vous voulez bien. Entendu, on est parti. On est parti ? On passe sur le neutre avant de démarrer le moteur. Alors, toujours être en neutre sur une boîte iShift, parce qu'on est sur une boîte iShift chez Volvo, mais une boîte robotisée doit toujours être mise en neutre pour démarrer. Pas sur parking. Et alors parking, ça peut être mode fermé, oui, mais on ne démarrera pas, il faut être en neutre. Ah oui, non, mais pas sur R ou sur Drive. Mais R ou Drive, on ne démarrera pas, on aura une alerte, boîte pas au point mort. Mais N ou P, ça va. Absolument. D'accord. Donc là, je vais venir en mode auto, puisqu'on va tout faire un maximum de choses en boîte auto, c'est le principe, c'est l'intérêt aussi, et de ne pas se subtiliser, se substituer à la fonctionnalité de la boîte. Donc mon frein de parc, il suffit que je prenne l'accélérateur et je vais le désactiver, puisqu'on est là équipé d'un véhicule en frein de parc électrique. Et nous voilà partis. Et ça, c'est même plus agréable que sur certaines voitures dont le frein à main électrique se déconnecte à l'accélération. En général, il y a un petit à-coup, ou alors ça nécessite, sur les voitures à boîte manuelle qui ont ça, de faire patiner un peu l'embrayage. On a l'impression qu'on use ponctuellement, mais en pure perte, l'embrayage. Et il y a un léger à-coup, on le ressent. Oui. Ici, c'est très très doux. C'est très très doux. Je pense que la masse du véhicule fait que la petite pichenette d'accélération est absolument dérisoire par rapport à l'énergie cinétique mise en mouvement pour 42 tonnes. Exactement, tout est en adéquation. Et la boîte va avoir la particularité de prendre en compte tout de suite la configuration de la route, évidemment en la vivant, parce qu'elle ressent, mais également la charge du véhicule. Et elle ne va pas avoir le même comportement de positionnement pour démarrer en deuxième, en troisième ou en quatrième, selon ce qu'elle va ressentir. Et évidemment, la charge du pied sur l'accélérateur va venir confirmer à la boîte ce qu'elle peut ressentir. Est-ce qu'on a, comme sur certaines voitures à une époque, une boîte à mémoire, c'est-à-dire qui mémorise le type de conduite? C'est le cas. C'est-à-dire que la boîte s'adapte au conducteur en fait. Mais a priori, les chauffeurs ont une conduite assez homologuée. Enfin, classique, il y a beaucoup moins de disparité dans la façon de mener un camion à la conduite que de mener une voiture. Les individualités sont moins saillantes, moins différentes. Au risque de surprendre, je dirais que c'est pas forcément évident. On le voit au travers de nos journées de formation, d'accord, où j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est pas forcément l'objet du propos. C'est simplement qu'on trouve beaucoup de façons de conduire un même camion avec des mêmes semi-remorques sur des mêmes activités. On va trouver encore un certain nombre effectivement de conduites différentes parce que d'interprétations différentes de la conduite. Et justement, ces journées de formation que l'on propose à nos clients vont permettre de ramener tout ça dans le bon cadre et essayer d'harmoniser justement la conduite en fonction du potentiel du véhicule en fait. Beaucoup de conducteurs qui n'ont pas eu la formation ont logiquement la certitude de bien conduire et on n'est pas là pour leur apprendre à conduire, mais simplement à exploiter au mieux le potentiel du véhicule et la technologie qui est mise à leur disposition. Et là, en fonction de la charge que j'ai sur mon accélérateur, le véhicule de lui-même a fait du 5-7, est passé de 5e à 7e directement. Le bruit qui retentit, c'est quoi? C'est simplement que quand on est en formation, on n'a pas l'utilité de mettre la carte conducteur dans le tachygraphe. Oui. Donc j'ai une alerte qui m'a indiqué que je n'avais pas mis la carte conducteur, tout simplement. Donc je l'ai annulée. D'accord. Volontairement, vous voyez, pour vous montrer la souplesse du véhicule, j'ai laissé entre guillemets mourir un peu le régime et il s'est recalé sur le bon rapport sans forcément être violent dans le comportement. On a dit que là on était sur une boîte double embrayage? Non. Simple embrayage? Ouais. Parce que les temps de passage sont lents. Oui. Ça veut dire que la future boîte double embrayage aura des temps qui verra le jour beaucoup plus court, puisque plus court, mais combien plus court? Moitié plus court Mes collègues là, c'est vraiment long. Dans les ateliers pourront
pourront vous confirmer et donner réponse très précisément à votre question. Simplement, vous faites allusion à la boîte de vitesse en mode double embrayage, donc l'iTorque. Et l'iTorque va être disponible à partir on va dire, fin de premier trimestre globalement. Ça vous donner une période très garantie et précise. Premier trimestre 2014. D'accord. Ah oui. Donc là, il n'y a pas du tout de véhicule équipé à titre prototype. Voilà. Parce que là, donc encore une fois, les passages de rapport sont perceptibles et un peu longs. Oui. C'est le propre de toute boîte robotisée mono-embrayage. Mais là, vu que c'est un poids lourd, c'est encore accentué. C'est encore accentué. Alors, on peut effectivement avoir une pression de charge sur l'accélérateur plus rapide qui va tout à fait réduire justement le temps de passage de vitesse. Pour autant, là on peut en apprécier malgré tout la souplesse. Ah, c'est très souple, voilà. Mais il y a un vrai temps de passage incompressible. A priori, ça fera pour les poids lourds, en tout cas pour ceux qui vont s'équiper d'une boîte double embrayage, comme pour les voitures, c'est-à-dire que la boîte double embrayage va complètement éliminer les boîtes simple embrayage. Ah oui, je pense qu'à terme, ça va. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est même une très bonne nouvelle et ça sera, Volvo sera pionnier en matière, donc une double bonne nouvelle pour nous. Donc là, Jean-Rémy, vous voyez, on a une configuration de route qui n'est pas des meilleures. Oui, qui saute un peu et on va avoir effectivement la direction IFS qui fait son effet, donc roue indépendante. Et vous voyez, si je tiens le volant pour garder le cap, mais je n'ai pas besoin de rester cramponné à mon volant comme on le serait avec une direction normale, d'autant qu'avec le ballon et la charge, le véhicule peut être tenté de bouger davantage. Si j'ai une retenue toute légère, vous voyez, volontairement un peu light, mais ça suffit largement. C'est juste, j'ai aucune sensation ni de vibration, ni de besoin de m'accrocher au volant. Et ça, c'est grâce à la retrouver. Alors ça, c'est grâce à la suspension à roue indépendante, absolument. D'accord. Parce que la légèreté au volant, le fait que ce soit hyper assisté, c'est le fait de tout le camion, ça. C'est le fait. Je pense qu'on conduit un camion comme un vélo. On conduit un camion comme un vélo, mais avec le besoin, justement, sur certaines routes comme ça, qui sont en plus pas très très larges, le besoin de venir quand même rectifier. D'accord. Que là, la notion de rectification est, je dirais, presque facultative. En termes d'usure sur les pneus, le fait d'avoir des roues indépendantes à l'avant, ça va avoir une quelconque incidence ou pas? Normalement, pas beaucoup plus ni moins, c'est simplement que effectivement on va avoir tendance, alors ça peut être l'effet inverse, c'est-à-dire que le conducteur devra rester vigilant sur l'utilisation du véhicule pour autant, et malgré la suspension à roue indépendante, essayer autant que possible d'éviter des trous, pas forcément pour son confort personnel, puisque la suspension est faite pour, mais simplement on est sur l'essieu avant dans cette configuration-là. Les conducteurs devront penser que l'essieu arrière et les essieux de la remorque ne sont pas dans la même configuration. Donc pour la qualité de transport, du chargement, le respect du chargement, le respect des essieux, etc., il faudra quand même l'utiliser avec modération. D'accord. On ne pourra pas se permettre, si vous me permettez l'expression, toutes les fantaisies de conduite. Mais il est vrai que normalement, l'usure des pneus doit s'y retrouver, on doit avoir une plus grande longévité a priori. Absolument. Enfin, à la marge, à la marge, très léger. Par rapport au précédent, FH, tout ce qui est ameublement, aménagement intérieur, mobilier intérieur, c'est tout nouveau. Tout a été repensé. Tout a été repensé en tenant compte particulièrement des remarques proposées par les conducteurs au travers des concessionnaires, de façon à avoir toutes les fonctionnalités encore plus améliorées. Donc là, effectivement, on va retrouver visuellement un peu les formes principales, mais tout est beaucoup plus anguleux, beaucoup plus moderne bien évidemment, et on va avoir un design qui ressemble maintenant, on peut dire, plus à une voiture, celui d'une voiture que d'un camion, ne serait-ce qu'au niveau du... Un petit peu le format au-dessus quand même. Moi, ce qui m'a étonné en montant dans l'habitacle, c'est un tic de journaliste automobile. On regarde avec les yeux, on tâte avec les mains, les doigts. Ça, c'est du matériau rigide, mais qui est
pelliculé en surface qui est assez beau. Et surtout ça m'a vraiment étonné. Voilà, on est sur un matériau moussé à cœur, rembourré à cœur. Je ne savais pas que ça existait dans le poids lourd. Ça fait tout de suite un peu plus chic. Et c'est vrai que ça fait un peu standing. Là, bien sûr, le véhicule est neuf, il est absolument propre, tout est très net, mais on a l'impression d'une recherche quand même de standing. Oui, absolument. Donc là, dans ces configurations, les véhicules sont toutes options. Alors, on va en citer quelques-unes. On va avoir le franchissement de ligne. L'alerte au franchissement de ligne. Ah oui, voilà. Ça alerte. D'accord. C'est une alerte purement sonore ou il y a une vibration dans le siège En l'occurrence, c'est sonore. Uniquement sonore. Absolument. On va avoir également un contrôle, un avertisseur d'angle mort. Alors l'angle mort, c'est sur un poids lourd, c'est toute la partie que l'on aura du mal à voir, qui ne rentrera pas forcément dans le champ du rétroviseur, ou dans un cas aussi, un scooter, une voiture, ce qui va venir s'infiltrer sur une voie pénétrante ou autre. Voilà. Donc vous avez à la poignée du marchepied un petit boîtier noir là, voilà, qui va faire office d'alerte. Il y a un petit capteur qui est derrière dans la couchette, sous la carrosserie, qui va venir capter cette information et qui va vous la retransmettre par ce petit boîtier au travers d'un signal sonore et lumineux. Et ça va se mettre à clignoter. Ça clignote et ça klaxonne, on retrouve le klaxon d'un véhicule de tourisme. Est-ce qu'il y a la deuxième fonctionnalité possible, cette alerte angle mort, qui est de donner un signal encore plus important si pendant qu'il y a un véhicule dans l'angle mort ou un deux roues, on met son clignotant? Alors oui, c'est justement si effectivement on met le clignotant qui a l'alerte, c'est le fait d'actionner que le véhicule est juste en train de rentrer, le clignotant va déclencher une incidence beaucoup plus, une réactivité, va avoir une réactivité accrue. Sonore. On aura une alerte sonore. On va l'entendre de la même manière dans ces cas-là. D'accord. Et ça réagit donc aux voitures, aux camionnettes bien sûr, absolument. Au vélo, au vélo aussi, au scooter, mais voilà. vélo. Toute forme distinguée qui vient perturber le champ visuel capté jusque-là. Alors là, Jérémy, on va arriver sur une 2x2 voies, limitée à 80. Donc on va venir se mettre à 80. Et on va travailler un peu la fonction régulateur. Donc pour ça j'ai deux possibilités. Alors toutes les commandes au niveau régulateur sont sur le volant, comme toutes les commandes pour la partie audio, caméra, Dynafleet. Le Dynafleet, c'est tout ce qui est mémorisation de la conduite du conducteur qui peut être enregistré, qui peut être travaillé après pour améliorer ses consommations, sa productivité, etc. Donc la caméra, c'est quoi? Les deux écrans. La caméra, ça va être une caméra qui peut être fixée à l'arrière, soit du véhicule porteur, soit de la remorque, tant qu'à faire de la remorque. Pour les manœuvres. Absolument, d'accord. Donc là, je vais enclencher le régulateur de vitesse. Oui. Et je vais enclencher également. Donc dès que je l'enclenche, je suis en ACC. Alors la différence entre l'ACC et le CC, c'est que en version ACC, vous avez la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, qui peut être mémorisé, qui peut être réglé. Il suffit que je vienne appuyer sur ma touche de mémorisation. Je vais avoir à l'écran la possibilité de régler la distance par des barrettes qui vont être chacune équivalente à 25 mètres. Et je vais pouvoir décider qu'avec le véhicule de devant, je vais vouloir me maintenir, mettons, à 50 mètres ou 75 mètres ou à 25 mètres. En général, 25 mètres, on va éviter puisque le minimum, c'est 50 mètres. Et pour ça, on peut être en deçà des normes. C'est-à-dire qu'on voit souvent sur l'autoroute des camions qui se mettent en aspiration les uns par rapport aux autres. Voilà. Parfois, ils se suivent quand même de très très près, avec forcément comme conséquence l'impossibilité de réagir en cas d'imprévu. Absolument. La CC va autoriser une distance très réduite, 25 mètres, à la vitesse maxi possible. Absolument. Par contre, après, le conducteur, qui est malgré tout responsable toujours de sa conduite, etc., va utiliser les 25 mètres, par exemple, pour une distance de sécurité en centre-ville ou sur un boulevard périphérique ou quelque chose comme ça. Mais dès lors qu'on va se trouver en situation comme ici, on va avoir effectivement au minimum
l'intérêt par rapport à la législation de programmer les 50 mètres. En revanche, il aurait pu y avoir un système qui interdise, au-delà d'une certaine vitesse, mettons, je dis n'importe quoi, 60 ou 70 km/h, de programmer la distance avec le véhicule qui précède à 25 mètres. Absolument aussi, tout à fait, ça aurait pu. Donc là, si vous voulez, le camion, on est chargé à 42 tonnes, aurait pu maintenir une vitesse que j'avais programmée. Il a baissé tout seul, j'ai rien eu à faire, dès lors que le véhicule devant est venu se rabattre et est rentré dans le champ qui était programmé pour moi comme étant une distance de sécurité. Donc mon véhicule va se ralentir tout seul tant que le véhicule de devant n'est pas sorti de cette distance-là, que moi j'ai estimé comme étant la distance de sécurité. Et là vous avez programmé combien? 50? Là 75? Je suis à 80. Non, comme distance intervéhicule. Comme distance intervéhicule, je suis, je vais vous dire ça, je l'ai pas, 2, 3, 4, 75. 75 mètres, d'accord. Tout véhicule qui rentre dans le champ de trajectoire inférieur à 75 mètres va faire décélérer, va même pouvoir déclencher le freinage du camion. Absolument, puisqu'on a un petit boîtier ici qui va nous prévenir de toute nécessité de freinage d'urgence. Alors ce régulateur de vitesse qu'on dit interactif ou intelligent, il gère les ralentissements, les décélérations, jusqu'à quelle vitesse en descendant? Jusqu'à 0, jusqu'à l'arrêt complet? Ça peut aller jusqu'à l'arrêt complet. D'accord. Et une fois qu'on s'est arrêté complètement, il faut le réenclencher ou ça peut gérer le redémarrage de la voiture? Ça va gérer le redémarrage pour autant. Donc ça veut dire qu'il reste actif en ACC, en dépit des arrêts, en dépit des actions? Absolument. Non, si on freine soi-même. Ah, par contre, si on freine soi-même, vous voyez, là j'ai pris le frein au pied, j'aurais pu prendre le ralentisseur. Il est toujours affiché, mais là, ma vitesse s'est mise entre parenthèses. Donc il m'a donné la main, si vous voulez. D'accord? Et je reprends effectivement toutes les commandes pour passer mon stop, mon pont et faire demi-tour. Parce que le véhicule derrière avait vu le clignotant, mais n'avait pas forcément compris que je prenais un peu large justement par rapport au gabarit. Voilà, très bien. Donc, un élément très important aussi conçu justement et proposé sur ces véhicules et de série, ça ne sera pas une option, c'est l'IC. Donc l'IC va être naturellement compatible et surtout activé dès lors qu'on sera au régulateur. IC, je vois en anglais. Voilà. Donc c'est compatible et cumulé à l'utilisation du régulateur. Ça va permettre quoi? Ça va permettre à un véhicule New FH qui va passer pour la première fois sur un parcours vallonné, à plus forte raison col, route montagne, etc. Le véhicule qui va passer pour la première fois va mémoriser le parcours. On va repasser une deuxième fois, le véhicule va restituer automatiquement, le système IC va restituer automatiquement ce qu'il aura mémorisé lors du premier passage. Alors, qu'est-ce qu'il va restituer en fait? Il va restituer qu'un régulateur, il a pour fonction d'exécuter un ordre. On me demande de rouler à 80, moi régulateur, je vais rouler à 80. Par contre, dès lors que ça va monter un peu, que je vais avoir une configuration de route différente, et qu'est-ce qui va se passer? Bêtement, je vais aller chercher dans la puissance, s'il faut monter dans les régimes moteurs, ça ne sera pas un problème. Je ne vais pas faire attention spécifiquement à ma consommation. Là ici, j'ai envie de dire, va rendre le régulateur encore plus intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais là ici, il va prendre en compte par rapport à la charge, etc. Il aura mémorisé le parcours par rapport à des points GPS de toute façon, et il va décider de dire ok, on va demander un 80 à l'heure, mais moi je vais commander que tant que je peux rouler en 12e, je ne vais pas accepter de rétrogradage, je vais rester en 12e ou en 11e ou en 10e sur le rapport le plus élevé, mais en exploitant au mieux ma plage de régime et donc mon couple moteur. Plus je vais être sur un rapport élevé avec un régime bas, moins ma consommation va être importante. Donc là ici va être d'un très très grand secours, on va dire ça comme ça, à l'optimisation d'une conduite dite économique. Et si j'ai bien compris, ces données de déclivité de la route, de l'itinéraire emprunté, peuvent être aussi perçues par une communauté d'utilisateurs d'autres
d'autres camions, d'autres utilisateurs qui sont dans le même périmètre et qui envoient entre véhicules les données de la topographie, de la pente, du faux plat, de la côte en montant, de la descente, pour instruire le camion qui est dans l'itinéraire avec Absolument. les groupes. Absolument. Vous avez parfaitement compris. Ça, c'est pas mal. Ça, vous savez, c'est des premières applications de communication entre voitures, à part bien sûr celle du GPS, la communauté des utilisateurs qui s'échangent des données sur l'infotrafic et donc l'état d'embouteillage. Oui. Mais là, sur la topographie, c'est relativement, non c'est pas relativement, c'est 100% nouveau. 100% nouveau, absolument. Être aidé un peu par le franchissement de ligne qui va déjà nous interpeller sur soit de la somnolence, soit de l'inattention. Oui. Et ensuite, on va avoir effectivement le système appelé DAS, qu'on va retrouver ici, qu'on peut activer ou pas activer, qui va intervenir par rapport effectivement à un positionnement du conducteur sur son volant, etc. et qui va vous alerter par un message visuel à l'ordinateur de bord, qui va vous alerter en vous conseillant en repos, avec une graduation d'insistance en fonction de la réticence au conducteur à s'arrêter. Ça va être progressif, ça va être sonore, et si vous avez par exemple la radio, ça ira jusqu'à couper la radio pour justement que la perception et sonore et visuelle soit encore plus prise en compte par le conducteur. Donc effectivement, ce véhicule en est équipé. Par défaut, quand on met le contact et qu'on démarre le moteur, le système se met automatiquement. Et on peut par contre l'inhiber. Et on peut éventuellement couper le système de surveillance. Voilà, je peux le couper. Et ça analyse quoi? Les mouvements de la tête, les incohérences dans la trajectoire par rapport au suivi de la ligne C'est surtout ça. C'est surtout dans la configuration telle qu'il est prévu au niveau de chez Volvo, ça va être effectivement les changements anormaux de direction. Perçu comment par rapport aux efforts volants par la trajectoire et les efforts effectivement. Mais pas par rapport à la lecture des bandes latérales horizontales. Là, non. Les bandes, ça va être justement le franchissement de ligne. Mais par contre, on va avoir tendance à partir complètement sur la gauche ou autre. Et là, forcément, c'est un comportement qui est jugé anormal puisqu'on sort d'un axe. Et là, c'est pris en compte effectivement. D'accord, donc deux paramètres sont pris en compte, le nombre de franchissements involontaires de ligne, éventuellement, et de toute manière les micro-corrections qu'on fait au volant lorsqu'on a tendance à relâcher sa vigilance X fois par minute. Absolument. Et donc message visuel dans un premier temps, puis sonore, puis assez intrusif avec l'interruption des programmes écoutés. Exactement. Ok. Ça c'est nouveau ou c'est déjà répandu dans le domaine du poids lourd? On peut le trouver, mais c'est vrai que pour chez Volvo, c'est pas complètement nouveau, mais sauf que ça rentre absolument dans les mœurs actuellement. D'accord, là c'est relativement récent. C'est récent quand même, ça fait partie des choses les plus récentes. Dans le domaine automobile, c'est encore assez rare. Mais qui sont encore plus abouties, quoi, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme, non pas comme gadget, mais comme équipement de sécurité faisant appel à l'automatisme, à l'électronique On va avoir le TCS. Alors le TCS, c'est un système d'anti-patinage qui peut se mettre en action, c'est un système, mes collègues techniciens vous en donneront tous les détails, mais qui vont par un système de capteurs jouer sur les roues qui en auront besoin lors de situations, par exemple de situations de chantier, mais également de routes comme celle-ci qui seront en situation de route enneigée par exemple. Donc on va permettre comme ça de redonner et de garder un cap beaucoup plus précisément par ce système dit le TCS. Alors, élément très très intéressant aussi, qui pourrait dans certains cas être un gadget selon l'activité qu'aura le client transporteur, c'est la télécommande ici, qui peut se prendre évidemment comme le principe d'une télécommande qui doit être mobile, on va dire ça. Donc cette télécommande va avoir plusieurs fonctions. À distance, vous pourrez allumer vos feux, les couper, démarrer votre moteur, le couper, augmenter un régime de ralenti si vous avez besoin de travailler avec le moteur, avec un outil auxiliaire qui peut être une grue, qui peut être pour
vider une citerne, etc. Vous allez pouvoir à distance commander l'augmentation du régime ralenti. Vous allez pouvoir aussi calculer, ça c'est très important par rapport à la législation, mais également à la légalité et à la sécurité, contrôler la répartition de charges par essieu, puisqu'on est tenu à avoir une charge maximale par essieu. Donc au fur et à mesure du chargement, on peut vérifier la bonne adéquation entre la réglementation et la réalité. Le camion est trop chargé, pas assez chargé, sur l'essieu avant, sur l'essieu arrière, etc. Alors on va retrouver cet indicateur de charge sur l'ordinateur de bord d'origine, mais il n'empêche qu'on va pouvoir aussi l'avoir sur cette télécommande, puisque l'intérêt c'est de pouvoir le vérifier en étant à distance. Ou pendant le chargement. Ou pendant donc le chargement. Puisqu'il y a des chargements, des fois où le conducteur ne peut pas rester à bord du véhicule, etc. Donc on va sans aucune difficulté pouvoir le mémoriser, le vérifier sur la télécommande. On pourra également mémoriser des hauteurs de chargement. Vous savez, quand on va dans des quais de chargement, il y a des quais qui sont 80, 90 à 1 mètre. Pour des chauffeurs qui vont aller régulièrement sur de mêmes bases logistiques, ils pourront programmer effectivement et enregistrer des hauteurs de quai, et le véhicule se mettra automatiquement dès lors qu'ils y reviendront la fois suivante. Et vous voyez, là j'arrive sur la balise de céder le passage, j'ai toujours pas touché au frein, juste pour finir évidemment par rapport à prévenir d'un véhicule qui pourrait arriver, mais j'ai fait tout mon ralentissement sur le ralentisseur. Attention, il y a un Volvo qui arrive en face. Il y a un Volvo, il y en a un paquet. Il y en a beaucoup là, il y a un vivier, je pense. Aussi. Voilà. Est-ce que ce boîtier de télécommande permet de mettre éventuellement en route le moteur à distance pour programmer une température dans le cockpit? Aussi. On peut commander la mise en route du moteur 5 minutes avant, mettre un peu de chauffage l'hiver, mettre un peu de clim l'été. On peut absolument tout paramétrer avec la télécommande. Absolument, à distance, justement. Comment le système vérifie qu'on a la clé dans ce cas-là? Alors parce que la télécommande est mémorisée pour fonctionner sur ce véhicule. Ah, d'accord. Elle est programmée par rapport au véhicule. D'accord. On ne peut pas démarrer le véhicule du voisin. On ne pourrait pas démarrer le véhicule du voisin, sauf à la reprogrammer directement. Mais là, elle est attitrée à ce... Ça pourrait donner des idées, ça. Alors par contre, on ne pourra pas l'oublier, parce que ça pourrait être un facteur de perte, dès lors qu'elle n'est pas sur son socle, qu'elle est sur une base de logistique, etc., que le chauffeur par mégarde l'oublie, automatiquement il va avoir une alerte dès qu'il va démarrer, lui indiquant que la télécommande n'est pas sur son boîtier prévu à cet effet. Effectivement, je pensais au risque de démarrage incongru par des gens qui voudraient s'approprier le véhicule, étant donné que les hackers en général mettent entre 6 mois et 10 minutes, on va dire, pour pirater les systèmes les plus inviolables. Avoir un boîtier de possible démarrage à distance qui remplace et la clé de déverrouillage et la télécommande de déverrouillage et la clé de contact, c'est pas un risque? Alors c'est pas un risque, enfin, dans la mesure où la plupart des utilisateurs seront souvent des gens qui seront soumis à des règles de sécurité dans les carrières, dans les bases logistiques, où on vous demande la plupart du temps maintenant de retirer la clé de contact et de la donner au responsable sécurité du site, pour éviter que pendant les phases de chargement ou de déchargement, intempestivement, maladroitement, quelqu'un décide de prendre le camion et d'avancer pour des questions de sécurité. D'accord. Donc effectivement, la télécommande serait dérobée. Tant que les clés ne sont pas dessus, il n'y aura pas de possibilité de partir de toute façon. Ah, la télécommande ne peut agir que si les clés ont été laissées sur le contact. Voilà. Voilà. Ou dans un périmètre. Mais quand même. Quand même. Donc là, vous voyez, j'ai pris également tout ce rond-point sans toucher absolument à la pédale de frein. Et ça, c'est très spécifique à cette génération de FH? Oui. Ou c'était déjà le cas auparavant? De conduire sans toucher à la pédale de frein? Non, pour les décélérations douces. C'était déjà simplement avec la boîte rétrograde de façon presque anticipative. Elle comprend qu'on veut perdre de la vitesse. Complètement. C'est-à-dire que le premier centimètre ou les 2 premiers centimètres de course de pédale d'accélérateur ne servent qu'à empêcher la décélération. Oui, maintenir un minimum qui va donner la confirmation à la boîte de la volonté d'avancer. De rester en prise sur le rapport existant. Absolument. On a fait le tour de toutes les fonctions, il y a encore des gadgets ou des sécurités électroniques automatiques. On a fait le tour de pratiquement toutes les fonctions. Dans le domaine des fonctions intéressantes, mais on va dire les moins prioritaires, mais quand même sympa, le pare-soleil électrique. Ah oui, on va peut-être pas le fermer complètement pendant qu'on roule. On va pas le fermer complètement, on fait comme ça. Allez. On
va avoir le détecteur de pluie et l'éclairage de feu automatique comme on voit sur beaucoup de voitures maintenant. Ce qui n'est pas le cas fréquemment sur les poids lourds? Si, de plus en plus quand même. De plus en plus quand même. Bon, aujourd'hui le détecteur de pluie ça ira. Aujourd'hui, il était en vacances. Je peux vous assurer que ça nous fait plaisir cette météo. Ça nous permet d'ailleurs de parler du pare-soleil. Tout à fait. Parce que les dernières semaines, on avait presque oublié d'en parler, vu le temps que l'on a pu avoir. Et vous avez remarqué, ou pas, mais nul doute que oui, qu'on a pu converser pendant tout le parcours, quelle que soit la situation, montée, descente, ralentisseur ou pas, de façon tout à fait normale, sur un ton de voix, un timbre de voix, un ton de voix tout à fait soft, et on n'a pas été obligé de lever la voix. Donc il y a une qualité d'insonorisation assez intéressante. Moi je vous laisse je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas spécialiste du poids lourd, ce qui veut dire que je n'ai pas de point de comparaison, ou très très peu de points de comparaison. L'ambiance sonore elle est agréable. Le moteur, au-delà d'une quantité de bruit, ce qu'on pourrait percevoir au sonomètre, mais l'oreille c'est pas un sonomètre, la nature du bruit n'est pas dérangeante. Je veux dire les fréquences, la nature sonore de ce moteur, le caractère sonore de ce moteur, c'est pas très dérangeant. On sent que c'est un diesel, c'est sûr que c'est pas un moteur essence, mais ça claque pas de façon excessive. C'est pas très dérangeant et c'est pas très intrusif. Je pense qu'on peut effectivement parler à un volume sonore normal. On peut écouter de la musique, n'importe quel programme de façon normale. C'est pas du tout dérangeant. Ça doit être effectivement reposant pour les journées un peu longues au volant. Pour les conducteurs, pour le confort du conducteur, effectivement. Le toit ouvrant va être effectivement, comme je vous l'ai dit, soit ouvrant, soit simplement panoramique. Dans tous les cas, dans les deux cas, il a une fonction commune, à savoir qu'il sert d'issue de secours à partir du moment où le pare-brise est collé. Le pare-brise est collé, ça nous a permis aussi de modifier les montants, de ravancer les montants, donner un angle de vue plus important, etc. Donc il y avait un intérêt à ce niveau-là. Mais le pare-brise collé oblige forcément à avoir une issue de secours. Donc le toit, parce qu'avec un pare-brise certi, qu'est-ce qui se passe? On peut pour les secours vont pouvoir intervenir dessus, que pare-brise collé, pour les secours extérieurs. Voilà, absolument. Tandis que là, donc le toit fait office d'issue de secours. Pare-brise collé, c'est la première fois dans le domaine du poids lourd ou ça a déjà quelque temps? Pour moi, tout au moins chez Volvo, c'est la première fois. C'est peut-être pas une première mondiale non plus. Je pense pas. Mes collègues vont pouvoir vous le confirmer, mais dans cette configuration, ça l'est. D'accord. Ça arrive un peu après que c'est arrivé sur les voitures. Voilà. Là, il y a un léger décalage, on va dire. Voilà. Donc, en termes d'accessoires, on va dire, on peut voir quand même du rangement. Pour les conducteurs, c'est un énorme besoin puisqu'ils ont pas mal de documents, etc. Donc format des documents légaux dans le transport. On va avoir ici par simple pression un porte-bouteille et puis un rangement tout à fait polyvalent. On va retrouver ici sur le côté du rangement aussi pour tout ce qui va être plutôt dossier voilà. Et par contre, on va se retrouver ici avec un grand coffre qui est en général, pas en général, mais qui va faire fonction, on peut y adapter la fonction frigo. Voilà. Si on mais il n'y a pas de boîte à gants. Non, il n'y a pas de boîte à gants réfrigérée comme on a. Là non. Non. Là non. Mais là il y a une boîte à gants, non, il n'y en a pas d'ailleurs. Non, là il n'y a rien. C'est fixe, c'est fermé. C'est quoi, des raisons de sécurité aussi en cas de choc frontal. Absolument. Et puis de distance, voilà. Donc on va retrouver le frigo ici. On va avoir des possibilités, pas sur ce véhicule-là parce qu'il est présenté comme ça, mais d'incliner la première partie, le premier tiers de la couchette pour que le chauffeur puisse régler son confort au maximum. Volvo a travaillé sur la densité des mousses également pour une meilleure tenue dans le temps. Et on va retrouver là toutes les fonctions audio, luminaire, qu'on commande depuis la couchette. Commande depuis la couchette, chauffage, etc. D'accord. Et ce qui est de plus en plus fréquent sur les véhicules, en plus des clims auto, on va adapter ce qu'on appelle des refroidisseurs qui évitent justement d'aller chercher comme les clims dans le carburant, ce qu'on appelle le Webasto dans le monde du transport, qui va chercher sa ressource dans le carburant. Là, c'est des systèmes de refroidisseurs adaptés qui sont électriques. Donc le fait que ce soit une issue de secours, on ne pourra pas l'adapter. En général, ça s'adapte sur cet emplacement. Donc Volvo a prévu un système appelé l'iPark Cool, nous en parlerons bien sûr,
qui est complètement intégré dans la configuration de cabine. Donc rien n'est apparent. C'est quoi, c'est des capteurs solaires Ça va être un système c'est un refroidisseur électrique, commandé électriquement. Alors ils vont vous donner tous les détails. Mais c'est branché à la batterie. C'est branché sur la batterie. Ah d'accord, il n'y a pas de capteur. Non, c'est branché sur la batterie et la batterie et le système a la responsabilité de garder suffisamment de charge de batterie pour permettre le démarrage le matin. Après la coupure du chauffeur, etc. D'accord. On sait que maintenant qu'on a des coupures de 9h, de 11h, donc le système va travailler autant que possible, mais dans la limite de garder suffisamment de charge de batterie. Il vaut mieux. C'est préférable. C'est quand même un outil pour travailler. Jean-Rémy, je vous remercie beaucoup. Merci Alain. Je me permets de vous demander de vous diriger vers Laurent et Emmanuel qui vont vous poser 2-3 petites questions. Pas de problème. Et je vous laisse surtout après profiter du reste de la journée pour emmagasiner un maximum d'informations, surtout sur la partie technique. Et comme on l'a dit, allez bien profiter d'aller voir l'IFS, cette fameuse suspension à roue indépendante. Et peut-être tout à l'heure un nouveau tour de circuit avec un autre commentaire. Absolument. Ça, j'en parle immédiatement. Voilà, c'est possible. D'accord, on voit ça. Je reprends mes affaires tout à l'heure. Maintenant, bon, prenez-les au cas où, parce que on va faire l'exercice acrobatique de à la fois descendre du camion et de prendre ses affaires. Donc 1m71 de hauteur et intérieur, donc il y a de quoi faire. Ah là on est à 1m71 1m71, vous pouvez quasiment, je connais pas votre... mais alors, effectivement, mais 1m71 là vous êtes un peu plus, mais là on a 1m71 ici. Ça m'étonne, parce que moi je fais un tout petit peu moins d'1m70 et je touche. Ah oui. Je pense que centimètre de Volvo est optimiste. Je pense, pas de beaucoup, mais de 5 ou 8 cm. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc à tout à l'heure. Et vous dire que je descends d'un camion de 1932, c'est une antiquité, ça fait un boucan insupportable. Pour tourner le volant, c'est pas assisté, ça pèse 1000 tonnes. Je suis complètement vibré à cause des vibrations et du bruit du moteur, c'est insupportable. Je suis crevé. 80 ans plus tard, vous avez l'occasion de tester le nouveau Volvo FH. Qu'en avez-vous pensé? Voilà, alors moi je suis néophyte en matière de poids lourd parce que je m'occupe plutôt de voitures. C'est ni la même masse, ni le même gabarit en termes de taille. Évidemment, monter dans un camion, c'est une expérience plutôt rare. Le conduire sur circuit, uniquement sur circuit bien sûr, c'est assez unique. Ça m'était déjà arrivé il y a plusieurs années, les camions étaient un peu plus anciens. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'il fallait prendre en compte le gabarit de l'engin pour ne pas avoir des trajectoires dans les tournants qui feraient qu'on gomme un peu trop le virage et qu'on rentre trop à l'intérieur avec le semi. Mais que par contre, au volant, ça se conduisait, pour ainsi dire, comme un vélo. C'est-à-dire qu'avec un doigt, on tourne. Là, avec un camion beaucoup plus moderne, je retrouve cette sensation de légèreté, de facilité de conduite. Ce qui m'a beaucoup plus marqué et beaucoup plus séduit, c'est qu'en termes de moteur, on est dans une docilité, dans une douceur mécanique, que la boîte de vitesse, qui est certes très lente à passer les rapports, est très progressive et tout à fait confortable, que ça réagit de manière assez subtile, assez intelligente, c'est-à-dire que les rapports s'enchaînent, il y en a 12, c'est une collection de rapports comme on n'a pas sur une boîte de vitesse, donc 12 rapports, ça s'enchaîne avec progressivité, avec une certaine intelligence, puisque la boîte est capable de sauter un, voire plusieurs rapports quand elle comprend qu'on n'est pas en besoin de passer tous les intermédiaires au rétrogradage ou au passage de vitesse supérieure. Donc tout ça, c'est piloté par électronique, ça comprend la route, ça lit la déclivité, ça comprend la pression à la pédale ou de frein ou d'accélérateur. C'est assez savant et ça aboutit à quelque chose qui est ergonomique, c'est-à-dire un outil qui est adapté à l'utilisation et à l'utilisateur. Donc un minimum d'effort. Je pense que maintenant, étant donné qu'il y a cette facilité de conduite, cette facilité également, ou cette sûreté donnée par tous les systèmes de sécurité, l'alerte au franchissement involontaire de ligne, les alertes de somnolence, etc. Je pense en revanche que le conducteur, le chauffeur, est tenu à de plus en plus de responsabilités et de responsabilités volontaires pour rester, en dépit de cette facilité, attentif à la conduite, volontairement attentif, ne pas se laisser distraire et ne pas accepter de sources éventuellement supplémentaires de distraction. Mais l'outil, l'engin lui-même, atteint aujourd'hui un niveau de perfectionnement et de facilité d'usage qui est quand même très impressionnant.